On repart avec Robin Rivaton. Salut Robin. Bonjour. Économiste, entrepreneur, fondateur de Real Estate. Et alors, tu as publié, c'était un papier récent dans Les Échos, ouais. Autour du logement, et autour, en fait, de ce qui semblait pour moi... Alors, je me suis beaucoup intéressé à un moment au sujet du logement, et puis j'ai plus ou moins laissé tomber parce que je trouvais qu'on tournait totalement en rond. Mais il y avait un truc qui me semblait quand même assez basique, c'était notamment autour des besoins. Et autour de ce chiffre, c'est vrai qu'il fait autorité absolument partout. Il faut 500 000 logements chaque année, il faut construire 500 000 logements chaque année. Alors on se désole, parce qu'à un moment on dit il y en a 250 000, à un moment, etc. Tu dis tout ça ne correspond à rien. Tout ça ne rime à rien. C'est vrai Explique-moi un peu ton propos. La cible des 500 000 logements, c'est un chiffre mythique qui n'est pas atteint de toute façon. Donc en fait, comme jamais. tous les Sans chiffres... doute une fois avec François Hollande, je crois. Ouais, et puis après, encore une fois, ce sont les autorisations d'urbanisme, sauf que les autorisations d'urbanisme ne sont pas les mises en chantier, les mises en chantier ne sont pas les logements finis, et les logements finis ne sont pas les logements nets des destructions pour construire ces logements. Donc le chiffre n'a jamais atteint, et comme tous les objectifs qui sont trop ambitieux, c'est la meilleure façon de rien faire. C'est-à-dire que comme on sait qu'il est inatteignable, on ne l'atteint pas, et au final, c'est pas grave. Donc le sujet aujourd'hui, effectivement, ce qui nous intéresse, ce qui devrait nous intéresser, c'est que c'est l'augmentation du stock de logements. C'est-à-dire que la construction, on ne construit pas pour le plaisir de construire, on construit des logements pour augmenter le stock, pour répondre à des besoins de la population face à cette construction-là. Et aujourd'hui, on a un vrai sujet, c'est que l'immobilier ne devrait pas être un produit rare. C'est la philosophie, le fondamental derrière, c'est que l'immobilier, ça devrait être un produit qui devrait être accessible à tous. Il n'y a aucune raison que les ménages dépensent en moyenne 20-25%, et pour la plupart d'entre eux, plutôt 35 à 50% de leur budget dans du logement. Le logement, c'est facile à produire. C'est une absurdité de... Non, mais je dis ça parce que c'est bien de le rappeler. C'est-à-dire qu'autant construire des voitures électriques ou des choses compliquées, le logement, on sait en faire depuis 300 ans proprement. Si les immeubles haussmanniens tiennent encore aujourd'hui, c'est qu'on sait faire à peu près du logement. Donc le sujet, c'est qu'on n'en produit pas assez pour augmenter le parc. Et ce parc, ce stock de logements, aujourd'hui, il doit permettre d'accueillir une population en hausse. La population française est en hausse, jusqu'à preuve du contraire. Une population qui décohabite. Ça veut dire quoi la décohabitation ? C'est-à-dire que le nombre de personnes par ménage diminue. Les enfants quittent le domicile familial, les gens divorcent, ils doivent accueillir leurs enfants le week-end, ils ont besoin de 3 chambres, là où avant ils avaient besoin que d'un appartement à 2, maintenant ils ont besoin de 2 appartements avec 3 chambres, et ainsi de suite. Donc les besoins explosent, et face à ça, malheureusement, on ne produit pas assez de logements. Tu dis qu'il y a donc 37 millions de logements aujourd'hui, 1,3 million, on peut peut-être commencer avec ça, 1,3 million en situation de vacances structurelles, c'est-à-dire, dis-tu, vide depuis au moins 2 ans, et cette vacance est en augmentation, c'est-à-dire... Très largement. Plus de 80... Le chiffre m'a sidéré. 80, dans la période dans laquelle on est, enfin, le moment de mal logement dans lequel on est, c'est 90 000 par an de ces logements qui rentrent en vacances structurelles. Il faut voir, et c'est là où la politique publique est malheureusement pas du tout au niveau, c'est qu'on présente ces logements vacances structurelles comme une réponse à la crise du logement. S'ils sont vacants structurellement, les gens ne sont pas des imbéciles. Donc s'ils sont vacants structurellement, c'est qu'il y a des raisons derrière. Et la principale raison, alors on montre du doigt des propriétaires en disant les propriétaires ont peur de louer, et ça c'est la goutte d'eau. Les propriétaires qui peuvent se permettre de ne pas louer des biens, ils se comptent quand même pas, on n'en trouve pas dans tous les coins de rue. Ouais, on en reparlera d'ailleurs. Si ces logements sont vacants, c'est qu'ils sont dans des endroits où les gens ne veulent pas habiter. Et donc, s'ils sont dans un endroit où les gens ne veulent pas habiter, on peut forcer les gens à se déplacer dans les endroits où ils ne veulent pas habiter. Ça a déjà été essayé sous d'autres régimes, mais je ne pense pas que ce soit une politique publique qui soit extrêmement rassurante. Et donc, en fait, au bout d'un moment, il faut accepter qu'on a des logements qui sont en trop. Certes, on les a, ils sont trop, ils sont dans des zones qui sont la Lorraine, qui sont le centre de la France, qui sont au nord de la Bourgogne-Franche-Comté. Ces zones-là, elles sont vides. Les gens, aujourd'hui, ils héritent d'une maison, parfois en indivision. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils la font détruire pour ne pas payer une taxe foncière dessus. C'est ça la réalité du logement. Donc en fait, oui, on a 1,3 million de logements qui sont vides. Plus de 2 ans, c'est-à-dire qu'ils ne seront jamais reloués en réalité. Ces logements-là, leur nombre croît extrêmement vite, 90 et peut-être 100 000 demain. Ils sont des territoires où la population est en train de vieillir à un rythme accéléré, où il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de migration de jeunes qui viennent s'y installer. Donc il faut accepter que demain, on aura peut-être 2 millions, 3 millions de logements vacants. Mais ça ne résout en rien
Le problème, qui est que dans l'Île-de-France, sur le pourtour méditerranéen, sur le pourtour atlantique, là, on a besoin de logements. Et le problème, cette analyse nationale, c'est ça, c'est que l'analyse ça nationale... fausse tout, ça fausse tout. Ça fausse tout. Les analyses nationales ne veulent plus rien, ne veulent pas dire grand-chose en beaucoup de secteurs de l'économie, mais dans le logement encore plus, parce que c'est là où on voit les décisions d'installation et d'implantation des ménages. Et en gros, la réalité, c'est qu'il y a une pression sur l'Île-de-France. Alors, t'en parles de manière particulière, mais en fait, les grandes zones denses aujourd'hui. Oui, toutes les grandes métropoles, donc l'Île-de-France, beaucoup le couloir rhodanien, le littoral méditerranéen, le littoral atlantique, mais toutes les métropoles, entre guillemets, subissent une pression extrêmement forte, parce qu'il y a des jeunes dans ces villes-là. En fait, c'est aussi ça le dynamisme démographique, c'est que les métropoles sont jeunes. Donc comme les gens sont jeunes, ils y font des enfants. À l'inverse, les territoires ruraux sont âgés. Quand vous êtes âgé, vous ne faites pas d'enfants à 65 ans. Donc en fait, la tendance démographique, elle ne fait que s'accélérer. C'est-à-dire qu'il y a des territoires plus jeunes qui rajeunissent, et des territoires plus vieux qui sont en train de vieillir très, très fortement. Et en plus, il y a des territoires qui attirent les migrations. Migration internationale, migration intranationale aussi, avec un peu de redistribution entre l'Île-de-France et ses autres métropoles. Et puis, c'est les territoires où il y a les modes de vie qui sont les changements de mode de vie sont les plus forts. C'est là où il y a les étudiants, donc les gens sont seuls. C'est là où les couples divorcent un peu plus. Donc, en fait, c'est ces territoires-là où se concentrent les problèmes. Et c'est là où on n'est clairement pas à la hauteur des solutions. À un moment, il y avait le nouveau rapport au travail, et n'a rien changé là-dessus. Je me souviens quand on parlait de l'explosion des villes cathédrales, tu vois, tu avais Évreux, Orléans, Reims, tout ça, machin. Waouh, ça allait. Moi, j'ai toujours été extrêmement dubitatif. J'ai consacré une première chronique au tout début du confinement en disant, vous allez voir que c'est le mythe du retour à la campagne, et ça a été un mythe journalistique. Sans la campagne, mais Orléans, Chartres, Reims, Évreux, c'est pas... Orléans un petit peu, mais même juste pour donner ce chiffre, parce que je toujours, mais vous avez aujourd'hui 6000 cartes TGV, je ne sais plus comment elles s'appellent, fréquences, toutes celles qui vous permettent de prendre le TGV tous les jours. 6000 en Île-de-France. Ça pourrait être 0, 6 000. Bon, ça pourrait être 12 000. Ça ne change rien. Oui, ça me dit rien. 6 000 personnes sur un territoire qui fait 12 millions d'habitants. C'est rien du tout. C'est une goutte d'eau. On pourrait le doubler, ça pourrait être 12 000 personnes. Ouais. Ça ne changerait rien. Les besoins sont là. Donc au final, ce qu'on a vu, c'est qu'au final, la pandémie n'a pas changé les migrations à l'intérieur du pays. Elle n'a pas changé. C'est-à-dire que l'Île-de-France perd des habitants, structurellement par rapport au reste du pays. Mais ces gens-là, ils ne vont pas au fin fond de la campagne. Ils vont à Bordeaux, ils vont à Nantes, ils vont à Marseille, et donc ils amènent leurs propres problèmes du logement francilien dans ces territoires-là, mais ils vont pas dans des zones où de toute façon le logement vaut 0. Et donc ils vont dans des zones, et dans ces zones hyper denses, et c'est pour ça qu'à un moment j'ai baissé les bras, où clairement ceux qui y sont refusent qu'on construise. Ah bah c'est sûr qu'il y a C'est le cœur du truc, ça, Robin ? Oui, non, mais après c'est valable, c'est pas valable que pour le logement. Aujourd'hui, on n'arrive pas à construire des center parks, on n'arrive pas à construire des barrages, on n'arrive pas à construire des bassines. Donc c'est pas que le logement. On construit pas grand-chose, on n'arrive plus à construire grand-chose. Mais le sujet, c'est qu'aujourd'hui, ces opposants locaux qui trouvent un intérêt dans la valorisation de leurs propres actifs, c'est-à-dire que l'intérêt il est extrêmement monétaire. Si j'arrête de construire à côté de chez moi, de facto, la valorisation de mon bien qui est construit, il monte. Mais aujourd'hui, ils trouvent un relais chez les élus locaux. Et pourquoi ils trouvent un relais chez les élus locaux ? C'est parce que les élus locaux, aujourd'hui, quand ils construisent, ils autorisent à la construction, c'est pas eux qui le font, la construction d'un immeuble de logement, ils ont que des coûts. Que des coûts. C'est-à-dire qu'après, c'est une crèche, c'est une école, c'est des services publics qu'il faut déployer, et il n'y a rien, il n'y a aucune ressource face à ça. Aucune. Et donc, au final, un maire, on peut lui faire plein de critiques, mais un maire, il gère quand même un budget à la fin de l'année qu'il essaye à peu près d'équilibrer correctement, en tout cas qu'il doit équilibrer sur la dépense dite de fonctionnement. Et donc, quand il voit ça, il dit, mais c'est fini, moi, je suis pas non plus, je vais pas autoriser à construire si j'ai pas de ressources. On lui a enlevé la taxe d'habitation, qui était la seule ressource dynamique. Robin, le problème, il existait avant la taxe d'habitation. Non, bien sûr. Mais là, ce qu'on vit là aujourd'hui, maintenant depuis 3 ans... Ouais, d'accord. C'est une accélération de ce processus. C'est qu'en fait, on a l'intérêt on l'a dit, l'intérêt des gens qui sont déjà là, et c'est un intérêt bien senti. Je veux dire, on n'est pas non plus philanthrope. À la rigueur, c'est normal que l'intérêt particulier, quelque part, soit un intérêt particulier. Mais dessus, il y a des gens qui doivent faire prévaloir un intérêt général. Mais même ceux qui doivent faire prévaloir cet intérêt général ne s'y retrouvent plus. Donc à la fin, on a complètement désaligné l'intérêt. Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'on aura 0 construction dans les prochaines années. De manière très claire, nette et précise. Et c'est ce qui se dessine sur la plupart des territoires. Dans les zones denses. Dans les zones denses. Tu dis qu'en gros, le stock de logements en Île-de-France est d'à peu près 6 millions, 5 millions 9. Ouais. Il en faudrait 1 million de plus. Oui, il faudrait 7 millions. En fait, après, le sujet, c'est dur de donner un chiffre, parce que le Royaume-Uni, par exemple,
Je donne juste ce chiffre là aussi. Le Royaume-Uni a ajouté 6 millions d'habitants depuis l'an 2000. D'accord ? La France en a ajouté 5 millions. Donc ils ont ajouté plus d'habitants que nous. Ils ont construit 2 fois moins de mètres carrés résidentiels. Qu'est-ce qui se passe ? Les gens vivent en coloc jusqu'à 40 ans, ils louent des chambres à la semaine, donc les gens s'adaptent, ils finissent pas à la rue. Ils essayent, mais oui, mais c'est pas une vie, ça. C'est exactement ce que je veux dire, c'est que le problème, c'est qu'il pourrait y avoir 5 millions de logements au lieu de 6, il pourrait y avoir 5 millions de logements en Île-de-France. Et le pouvoir public dirait, regardez, au final, les gens s'adaptent. Et les gens s'adapteront toujours, c'est le besoin essentiel. C'est retourner dans la grotte, trouver un toit sur sa tête, tout le monde se débrouille. Il paye très cher. Et donc, le problème de cette politique publique, c'est qu'on ne voit pas les coûts cachés. Les coûts cachés, ils sont monstrueux. C'est des enfants qui ne vont pas faire des études supérieures parce qu'en fait, ils ne peuvent pas se permettre de décohabiter du foyer. Ouais. C'est les violences conjugales. Des gens divorcés qui restent ensemble dans des logements parce qu'ils ne peuvent pas se séparer. Qu'est-ce que ça fait en général ? Ça ne fait pas bon ménage. C'est plein. C'est les transports. C'est les transports. C'est les transports à ne plus finir. C'est des gens qui font des horaires, qui font une journée, puis après qui rajoutent 3 heures dans la journée parce qu'ils prennent des transports, parce qu'ils sont très très loin des lieux d'activité. Donc en fait, le problème de la politique publique du logement, c'est que le mal logement, qui est un peu l'indicateur ultime, c'est la toute dernière marche. Il y a plein de problèmes avant le fait que les gens finissent à la rue. Et le problème, c'est que ces problèmes-là, on ne veut pas les voir, en fait, en réalité. Il y avait eu une micro-polémique il y a quelques années, notamment sur la productivité française. Et il y avait, je crois que c'était Étienne Vasmer d'ailleurs, quelques économistes qui avaient essayé de mettre en avant notre perte de productivité liée au problème du logement, liée au problème de transport, à la fatigue quand tu arrives au boulot. Enfin, tout ça, c'est le réel, quoi. Bien sûr. Et pourtant, j'ai envie que tu me racontes un petit peu ce que tu fais quand même sur ce que la tech peut apporter là-dessus et ce que l'innovation peut apporter là-dessus, mais c'est jamais au sommet de la pile. Non, le logement est une politique publique complètement oubliée, perdue. On l'aborde aujourd'hui en plus qu'à travers le prisme de la rénovation énergétique, qui n'est pas un mauvais prisme. On va en dire un mot. Ouais. Un tout petit bout de l'équation. Encore une fois, quand j'ai présenté tous les problèmes sociaux, le fait que le logement, il émette un peu plus ou un peu moins, on peut se dire que, comme je dis souvent, loger d'abord, loger bien ensuite et loger vert après. Il y a une sorte, dans la vie, il y a quand même une pyramide qu'il faut savoir un peu de prioriser les choses. Et donc aujourd'hui, une politique publique qui effectivement est malheureusement totalement oubliée, passée sous silence, mise au rebut. Mais même pas dans les sondages. C'est-à-dire, c'est même pas identifié finalement par les gens comme... Enfin, tu vois, quand tu vois les priorités, machin, tu vas arriver, j'en sais rien, n'importe quoi, l'immigration, etc. Mais parce que c'est... La sécurité, mais la sécurité, c'est le logement, bon Dieu. Et comme je le disais, c'est tellement le besoin primaire, c'est-à-dire qu'on n'imagine pas ne pas rentrer chez soi quelque part, un soir, quoi. C'est le besoin numéro 1, encore une fois, c'est quasiment reptilien, quoi. Ça nous renvoie... Et donc, en fait, c'est pas considéré comme une priorité, c'est la priorité en fait. Et donc au final, ce sujet-là, il est encore une fois totalement oublié. Mais sur les problèmes de pouvoir d'achat, quand on parle de le pouvoir d'achat a augmenté de plus X% depuis des années, les Français ne le voient pas. Oui, c'est remangé dans la hausse des coûts de l'immobilier. Et encore, nous, on a des loyers qui sont peu dynamiques en France. Mais vous avez les États-Unis, l'année dernière, ça a été plus 25% de moyenne nationale des loyers. Plus 25. Donc voilà, on est dans un contexte où on a du mal à produire un bien qui devrait être... Tu as commencé par ça, c'est simple à produire. Infini. Infini. Au Japon, le Tokyo et Vienne sont sans doute les seules villes qui arrivent à bien gérer ça. Et Tokyo a une politique où en fait, ils construisent énormément. Et ils arrivent à accommoder plus de 100 000 habitants par an. Donc c'est pas, ils font pas semblant, hein. C'est pas une ville qui décroît. Le pays décroît, mais la ville grossit beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une politique extra endémique. Et c'est pour ça qu'ils ont réussi à maintenir des loyers très bas. Et donc, ils ont réussi à éviter de se prendre une spirale coût de l'immobilier, loyer, coût de l'immobilier. Sachant que tout ça, en plus, en termes de finances publiques, coûte une 40aine de milliards par an. Voilà, oui, pour rajouter au tableau. Qu'est-ce qu'il faudrait ? Je disais, moi, à un moment, on retire le permis de construire au maire, on donne tout ça au préfet, on fait une grande politique de salut public sur 5 ans et personne ne moufte et le préfet délivre les permis de construire et on y va. Alors, je pense pas. Aujourd'hui, le préfet les préfectures ne sont pas du tout équipées pour ça. Ils ne sont plus équipés pour faire ça. On n'est plus au temps de la préfecture des années 50, 60. Les préfectures ne sont pas du tout équipées pour faire ce métier-là. Il y a besoin d'avoir un échelon local qui vienne jouer la courroie de transmission avec... encore une fois, si demain on construisait un immeuble de 50 étages devant chez mes fenêtres, je serais le premier à
mettre une bannière. Mais c'est bien pour ça qu'il faut retirer en fait à l'élu la possibilité de refuser. L'élu est capable de prendre en compte un intérêt général. Le problème de l'élu, c'est qu'il faut qu'il y trouve un intérêt. S'il n'y a pas du tout d'intérêt lui-même, de son pouvoir, alors pas de son point de vue, on ne lui demande pas d'être corrompu, on lui demande de sa collectivité, mais si du point de vue de la collectivité qu'il incarne, il n'a pas d'intérêt, aujourd'hui il n'a plus cet intérêt, il ne peut pas aller à l'encontre des citoyens. Et donc aujourd'hui, moi, c'est des propositions. J'avais écrit en février le logement bombe sociale à venir. Ça a été repris par le ministre dans le lancement du Conseil national de la refondation. Il a dit qu'il faut éviter que le logement devienne une bombe sociale. Très bien. Et une des propositions que je porte, c'est de dire qu'il faut réaligner intérêt, faire en sorte que les maires retrouvent un intérêt financier, pour leur collectivité, encore une fois, à la construction de logements neufs. Et c'est à cette condition-là. Et après, en plus, ça a des effets de déblocage des finances publiques énormes. Le logement, c'est 20% de TVA. Donc, à chaque fois que vous posez un logement à 200 000 euros, il y a Bercy qui vient de prendre 40 000. Donc, je veux dire, de la marge de gras, il y en a un petit peu. C'est le grand argument des promoteurs. Hein, quand on leur dit qu'ils coûtent trop cher, leur grand argument, c'est effectivement la TVA. Tout à fait. C'est quand même pas rien. La TVA sur les objets à 200 000 euros, il n'y en a pas beaucoup qui se baladent en France. Réaligner les intérêts des communes. C'est très important. C'est vraiment ça. Aujourd'hui, en tout cas, tu feras rien sans ça, quoi. Voilà. Exactement. En fait, et encore, comme je disais, on est quand même rentré dans une ère, au-delà de ce qui se passe dans le logement, où on a la micro-démocratie a pris le pouvoir. Ce qu'on appelle la micro-démocratie, c'est moins de Gugus qui se met en association, le gars sur Twitter, sur Facebook, les pouvoirs juridiques qui permettent d'aller dans toutes les procédures avec des intérêts qui sont quasi nuls. Tout ça, c'est le contexte qu'on a constitué de micro-démocratie. Une fois qu'on est là-dedans, et on y est, et pas qu'en France d'ailleurs, c'est valable dans tous les pays du monde, il faut accepter que c'est les nouvelles règles, et donc il faut qu'il y ait quand même un intermédiaire, quelqu'un qui puisse un peu dire ok, j'ai fait ça, mais ça a permis de financer la réfection de la piscine ou de construire une crèche. Ça. Donc de trouver cet intérêt, et encore une fois, vu les masses financières en jeu, on a de quoi construire un alignement d'intérêts, on a de quoi le faire. Après, il faut juste le vouloir. Rénovation énergétique là, des bâtiments, qu'est-ce que tu en penses, toi? Édouard Philippe dit une folie, bombe sociale et politique. Tiens, j'ai là... attends, juste, parce qu'il se trouve que ce matin, un téléspectateur de Bismart m'a envoyé... récit de terrain d'un copropriétaire bailleur, président de conseil syndical et syndic bénévole d'une copropriété de 27 lots à Paris, construite entre 1850 et 1900. Et en gros, son propos, il est assez simple. Il est de dire... le propriétaire individuel ne peut absolument rien faire tout seul. Et la copropriété, en fait... peut tout bloquer. Bloque tout parce qu'elle se dit c'est une telle bombe que de toute façon ils vont reculer, ça sert à rien de commencer à faire les travaux. Voilà. Et alors il raconte son parcours du combattant, je vous en fais grâce, mais pour essayer quand même de faire avancer sa copropriété. Mais ça m'a semblé effectivement le truc où chacun se dit mais c'est tellement énorme que forcément ils vont reculer. Ah ouais, alors c'est possible, c'est pas impossible on va dire. Alors d'une part il y a déjà eu des caveats qui ont été pris sur la loi, c'est-à-dire que c'est les nouvelles locations qui sont interdites. Absolument. C'est pas toutes les locations. Pas le renouvellement des baux. Un propriétaire qui louerait son logement, c'est un habitat qui n'est pas considéré comme indigne. Indigne, c'est une qualification pénale. Là, vous êtes sur un habitat qui est considéré comme énergivore, qui est une qualification non pénale. Donc vous voyez déjà qu'il y a eu un certain nombre de glissements qui font que l'application et puis l'application concrète de la loi, c'est-à-dire que qui va aller vérifier derrière chaque annonce que c'est bien personne. Donc évidemment, c'est un peu ce qui commence à se dire, et c'est un peu le problème des objectifs trop ambitieux. Toujours la même chose. Quand on fixe un objectif trop ambitieux et que tout le monde sait qu'on ne va pas l'atteindre, l'objectif n'existe plus par lui-même. Il disparaît, il se dissout. Et donc c'est un peu ce qu'on est en train de vivre, avec aussi des effets de bord. C'est-à-dire que vous faites peser plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros de valeur de patrimoine sur un acte qui vaut 100 balles. Pas besoin d'être un grand clerc pour imaginer ce que ça peut faire en termes de contournement. C'est quoi l'acte qui vaut 100 balles? C'est le diagnostic. Ah oui, le DPE. Ouais. Oui. Peut-être récemment pour dire qu'il y a une partie de DPE était faux, mais on est rentré dans un système qui est tellement gros, qui fait bouger des masses tellement importantes et avec des effets qui sont tellement rapides que ça ne peut pas, c'est un paquebot. Donc un paquebot, ça ne fait pas faire des demi-tours comme ça. Et après, il y a un dernier sujet sur la rénovation qui mérite d'être pointé aussi.
c'est que, alors un peu moins avec le coût de l'énergie et de l'électricité assez fort jusqu'à présent, maintenant, mais jusqu'à présent, il y avait un énorme effet rebond. L'effet rebond, c'est quoi? C'est que les gens augmentent le chauffage. C'est tout. C'est-à-dire qu'ils dépensaient 100 €, ils font les travaux, ils continuent de dépenser 100 €, mais ils ont passé le chauffage de 19 à 21 degrés. Et ça, c'est un peu un impensé de la rénovation. Personne n'ose trop en parler. Ah oui, j'avais jamais entendu ça. Il y a des études qui ont été menées, parce que toutes les études qui disent vous allez rembourser en 10 ans, en 15 ans, les travaux et autres, c'est si vous baissez, si vous gardez votre niveau de chauffage. Mais l'effet rebond, c'est que les gens aiment se chauffer plus. Et donc, il y a une dimension de confort qui est assez négligée dans cet exercice-là. Et on a montré qu'au final, avec cette augmentation, cet effet rebond, la réalité de la baisse de la consommation induite par la rénovation énergétique des bâtiments, elle est quand même parfois assez limitée. Un mot sur la définition de cet effet rebond, c'est notamment dans toutes les politiques en ce moment ESG, c'est la façon dont une très bonne intention peut amener en fait un résultat. On me le racontait hier, c'est ce qui est en ce moment en train de se passer avec McDonald's, avec l'obligation d'avoir de la vaisselle réutilisable dans les fast-food. Le problème, c'est que les gens partent avec et que donc en fait, il faut produire beaucoup plus de matière plastique pour avoir ces produits réutilisables. Mais bon, c'est peut-être juste un moment. Qu'est-ce que peut faire la tech, Robin? Qu'est-ce que les solutions technologiques sur lesquelles tu travailles, toi, en tant qu'entrepreneur, peuvent essayer d'apporter? Nous, on travaille vraiment pour les très gros gestionnaires de patrimoine. Donc, c'est là où il y a plus de facilité, parce qu'il y a moins cet effet rebond, il y a plus de rationalité. C'est un très gros gestionnaire qui doit gérer Donc, nous, on l'aide à mieux gérer au fait de l'intelligence artificielle appliquée au bâtiment. Donc, on va capter des données dans les documents, des données dans les plans, et on va l'aider à mieux gérer le patrimoine en automatique, c'est-à-dire les travaux, l'arbitrage entre est-ce que je vais faire des travaux dans cet immeuble, est-ce qu'il va me rapporter assez, donc toutes ces choses-là. Donc ça marche très bien. Aujourd'hui, on est 130 personnes, donc ça commence à faire une belle petite boîte. Mais après, sur la tech elle-même, encore une fois, le problème, c'est un problème de construction. Ouais. Certains vont dire, mais le foncier est une ressource rare. Le foncier est une ressource rare, certes, ça c'est vrai. Mais la surface de plancher, elle est infinie. Je veux dire, elle est infinie. On ne va pas construire des immeubles de 2000 étages, mais si le foncier est rare, la solution, c'est de construire un peu plus d'étages. Et je dis souvent ça, mais Haussmann construisait d'abord à 6, puis à 7 étages. Aujourd'hui, en Ile-de-France, les permis sont délivrés entre 3, 4, 5 maximum étages. La population a été multipliée par 5 dans l'intervalle. Est-ce qu'on ne peut pas à un moment se poser la question et se dire, très bien, 3, 4 étages, c'est sympa, mais l'étage marginal, le désagrément qu'il crée, il est quand même pas énorme. Et par contre, il vient de diviser le prix du foncier par 25%. C'est-à-dire que je suis passé de 4. Mais bien sûr. C'est des effets qui sont monstrueux. Et donc le problème, c'est qu'on est vraiment dans une logique où aujourd'hui, on est incapable de dire, mais en fait, il n'y a pas une construction en Ile-de-France, ça devrait être 30 mètres et pas en dessous. Parce que c'est ça ce qu'il faut. On a besoin de ces logements-là. Donc le foncier est rare, certes, mais la surface de plancher, elle n'est pas rare. Encore une fois, on peut augmenter. Bon, j'aurais pas eu le temps de te poser la dernière question que j'avais préparée, mais comme je l'ai dit en sommaire, je n'aurai pas le temps et je réinviterai Robin. Mais donc, c'était en mars 2015 que j'avais fait ta connaissance avec un bouquin qui s'appelait La France est prête. Ah, ça, je me demandais si 8 ans après, on en reparlera malheureusement. Tu continues à penser que la France était prête. Elle était peut-être pas si prête que ça, c'est ça la conclusion? Une partie de la France est prête, on va dire. Une partie de la France est prête. Merci beaucoup, Robin. Romain Rivaton, donc, qui était avec nous sur Bismart.